Salut tout le monde, on se retrouve dans ce nouvel épisode de notre petit tour d'Asie. Bon, je pense que vous aurez remarqué que le son et l'image sont pas synchronisés. Pour tout vous dire, on a eu un petit souci lors de l'enregistrement de ce passage. Donc retour au présent. Donc après ces premiers jours vraiment extraordinaires à visiter la partie nord du Vietnam, on continue notre périple en se dirigeant un petit peu plus vers le centre. Et la première destination, c'est Hoi An. Ouais, donc on essaie comme d'habitude de vous faire un petit topo à chaque fois de nos expériences avec les compagnies de transport. Alors pour ce trajet qui allait de Ninh Binh à Hoi An, on est passé par l'agence Camel Travel. Vous allez voir que je vous mets le logo, mais c'est vraiment pas par plaisir, puisque jusqu'à aujourd'hui, clairement, c'est l'une de nos pires expériences depuis qu'on est arrivé en Asie. Donc malheureusement, j'ai pas beaucoup d'images pour illustrer mes propos, mais restez vraiment, parce que si vous aussi vous comptez voyager au Vietnam, ça peut vraiment vous être utile. Donc pour ce trajet, on a pris un bus couchette de nuit. C'était un départ prévu à 20h. Donc premier point négatif, le bus arrive avec 2 heures de retard, donc à 22h. À la limite ça, on prend assez bien, on a commencé à avoir l'habitude au Vietnam avec la ponctualité des transports. Donc pour ce qui est du trajet, ça se passe plutôt bien. On va dire que les couchettes sont plutôt chouettes, on arrive à se reposer. Le gros point noir, par contre, c'est le lendemain matin, puisque à environ 7h du matin, le chauffeur réveille tout le monde dans le bus et fait sortir tout le monde à Da Nang, qui est la grande ville dans la région de Hoi An. Et à ce moment-là, tout le monde descend du bus. On est débarqué dans une espèce d'aire routière complètement abandonnée, on peut le dire. Il n'y a vraiment rien aux alentours, pas de commerce. Il pleut dehors et tout ce qu'on a, c'est un petit préau qui est même pas assez grand pour abriter tous les passagers. Donc la moitié ont attendu dehors sous la pluie. Et donc là, on essaie de demander des explications, mais on n'a aucune réponse. Donc on essaye en anglais ou en vietnamien. Les personnes de la compagnie nous ignorent complètement. Et pour en rajouter une couche, à un moment donné, il y a une personne qui s'inquiète un petit peu pour ses bagages parce qu'il voit qu'on les manipule. Donc il s'approche légèrement et il se fait complètement incendier, voire même insulter en vietnamien. Voilà, la totale quoi. Alors on n'aime pas faire des généralités au niveau de nos expériences. Et on se dit peut-être que c'est juste un cas particulier, mais voilà, après ce qui nous est arrivé, on peut décemment pas vous recommander l'agence Camel Travel pour votre voyage au Vietnam. Enfin bref, fin de la parenthèse. Au bout de 2 heures, on repart et on arrive enfin à Hoi An, et une ville magnifique, et ça nous fait vite oublier cette mésaventure. Anciennement appelée Phay Pho durant la période coloniale française, Hoi An se situe dans la province de Quang Nam, au centre du Vietnam. Sa renommée est en grande partie due à sa vieille ville inscrite depuis 1999 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Celle-ci semble avoir été figée dans le temps, avec une architecture si caractéristique magnifiquement préservée. Une architecture fortement influencée par les Japonais et les Chinois. Construite sur les rives du fleuve Thu Bon, Hoi An était autrefois un port marchand important dans le commerce de la soie en Asie du Sud-Est, avant que Da Nang ne reprenne finalement la majeure partie de cette activité. Néanmoins, les bâtiments construits durant cette période glorieuse par les marchands venant de toute l'Asie donnent aujourd'hui cette identité forte à cette ville et la rendent unique au monde. L'édifice le plus connu est le pont japonais de son vrai nom, Cho Kao, traduit par le pont de la pagode. Forcément, une légende est associée à ce pont, celle d'un monstre marin, Namazu, si grand que la tête était en Inde, le corps au Vietnam et la queue au Japon. Et lorsque ce dernier faisait des gestes trop grands, il engendrait des tremblements de terre. Les Japonais ont donc décidé de construire ce pont au niveau de son corps, à Hoi An, agissant telle une épée pour dompter la bête. Au-delà de ce monument, Hoi An c'est aussi des charmantes ruelles à explorer et la nuit tombée une ambiance totalement différente, festive et animée, particulièrement à la période du Tet, le nouvel an lunaire. Le lendemain, nous avons continué de visiter un petit peu la ville. Sachez tout de même que si vous partez dans la période du Tet, vous pouvez rencontrer quelques difficultés à booker des activités et des transports les 2 semaines qui suivent le nouvel an lunaire, puisqu'une grande partie des locaux passent ces jours en famille.
Dans notre cas par exemple, nous n'avons pas trouvé d'excursion pour le sanctuaire de Misan initialement prévu. On s'est donc directement rendu à la forêt de cocotiers située à l'est de la ville. Cette forêt constituée de palmiers d'eau appelés nipas s'étend sur 100 hectares. À l'époque de la guerre, elle servait aussi aux soldats pour se dissimuler. Aujourd'hui, vous pouvez la parcourir dans de petites embarcations en forme de noix de coco. Pour clôturer notre séjour à Hoi An, petite baignade à la plage de Hanbang, au nord de la ville. Un coin très agréable pour se relaxer, avec peu de monde en fin de journée. La mer était plutôt fraîche et mouvementée, mais ça fait pas de mal, après une dizaine de jours à visiter à un rythme plutôt soutenu. Le break a été de courte durée puisqu'on repart direction Phong Nha. On prend le train couchette, mais cette fois-ci, pas de place supérieure. Des cabines de 6 couchettes, avec très peu de hauteur, et dans la cabine de Sinja, une famille entière sur une couchette. C'est vraiment une expérience fun à vivre. On a pris le train à 9h50, donc à 10h à peu près. Il nous a fallu 6 heures pour arriver donc à la gare la plus proche qui est pas Phong Nha mais Dong Hoi, et qui se situe en fait à un peu moins d'une heure de voiture de Phong Nha. Et donc on décide de prendre un taxi, on n'avait pas d'autres solutions. Sauf que la petite histoire, et nous en fait l'endroit où on doit s'arrêter était un petit peu avant Phong Nha. Et dans le taxi à un moment donné je regarde sur le GPS et je m'aperçois qu'on est en train de passer, on va pas tarder à atteindre on va dire, le point le plus proche de la route qui nous emmène jusqu'à notre logement. Donc là je dis au taxi de s'arrêter parce que en fait finalement nous on s'arrête un petit peu avant Phong Nha, mais que quoi qu'il arrive on paiera la course entière divisée au nombre de personnes qu'on est dans le taxi. Et là le conducteur du taxi décide de pas s'arrêter. Et du coup on se retrouve à Phong Nha et à 1 heure de marche en fait de notre logement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on marche depuis tout à l'heure, parce qu'on est tombé sur un chauffeur complètement malhonnête. Je comprends même pas pourquoi il a pas voulu s'arrêter, sachant qu'on l'avait dit clairement qu'on paierait la course de toute manière. Donc voilà. Donc c'est un peu, voilà, ça fait un peu chier clairement. Je voulais absolument en plus arriver avant la tombée de la nuit au logement, mais bon là c'est mal parti pour. Après avoir marché une petite demi-heure, René, le propriétaire du guest house qu'on a réservé, m'a passé un coup de fil pour savoir comment se passait notre trajet. Apprenant notre mésaventure, il nous a tout de suite dit de ne pas bouger et il est venu nous chercher avec son fils. J'en profite pour vous parler du guest house de René justement. Situé à une dizaine de kilomètres à l'est de Phong Nha, c'est un petit havre de paix. Au milieu des rizières et des champs, loin de l'agitation de la ville, c'est vraiment l'endroit idéal pour se reposer. Nous avions très peu de temps à passer dans cette région, mais René, sa femme Nguyen et leurs 2 garçons Nicolas et Lucas ont été d'une hospitalité sans égale. On se sentait vraiment comme à la maison. D'ailleurs, leur fils aîné Nicolas nous a accompagnés le lendemain visiter une des nombreuses grottes de la région, la Paradise Cave. Et très bonne surprise cette grotte. Elle est immense. Elle est vraiment immense. Et on n'a pas fini en plus, on continue de s'enfoncer au fond de la grotte. Ah oui d'accord, mais ça ah ouais, ça continue bien en plus. Donc le parc national de Phong Nha Ke Bang, qui est souvent associé en fait à ces grottes souterraines, mais en fait c'est pas que ça. Phong Nha Ke Bang, c'est un parc national en fait qui est tellement grand qu'il est limitrophe à une réserve naturelle du Laos.
Il s'étend sur plus de 120 000 hectares. Et comme je disais, c'est pas que ces grottes impressionnantes. Donc forcément, c'est une attraction qui est très réputée ici. Donc c'est pour ça qu'on a souvent cette image-là de ce lieu. Mais c'est aussi des forêts tropicales, c'est aussi de vastes savanes. Donc voilà, elles s'étendent sur plus de 100 km de grottes et rivières. Et en fait, abrite une biodiversité phénoménale. Donc ça vaut vraiment le détour. Il est déjà temps pour nous de quitter Phong Nha. Notre passage ici a été court, mais quel plaisir d'avoir pu découvrir quelques-uns de ces super spots et surtout d'avoir fait la rencontre de cette merveilleuse famille. On reprend la route, ou plutôt le train, et on se donne rendez-vous à l'arrivée de notre prochaine destination, Nha Trang, dans le sud du Vietnam. Écoute, on est arrivé à Nha Trang avec 3 heures de retard. 4 heures même. 4 heures. Donc il est presque 1 h du matin. Donc on est parti à 6h30 ce matin. Là, pratiquement 18 heures de train. Mais bon, on est arrivé, on est content. Il nous reste quand même, enfin, on marche un petit peu là. Il y a une 25 minutes de marche pour arriver à l'hôtel. Et puis on va essayer de, comme je disais, de manger et puis se reposer. Et puis... Après avoir mangé dans le seul restaurant ouvert sur notre chemin, on n'avait qu'une hâte, c'est de faire un bon gros somme pour essayer d'être un minimum en forme le lendemain. Nha Trang se situe dans la province de Can Hoa, dans le sud du Vietnam. C'est une ville balnéaire très réputée pour ses kilomètres de plage paradisiaques, plus de 10 km de plage et une baie faisant partie des 29 plus belles baies du monde. Mais en ce mois de janvier, c'est pas vraiment la période idéale puisqu'il y a régulièrement du vent et la mer est très agitée. Mais rien n'est perdu pour autant, vous pourrez profiter de votre temps ici pour découvrir le temple de Long Son et son grand Bouddha blanc, ou encore les tours Ponagar, témoins de la présence de la civilisation Cham et du royaume de Champa au Vietnam. Un royaume autrefois très puissant du 8e au 10e siècle avant de connaître un déclin suite à de nombreuses batailles perdues. Aujourd'hui, il existe encore quelques familles de cette ethnie au Vietnam et au Cambodge. Enfin, si l'envie de vous rafraîchir est trop forte, vous pourrez toujours vous rendre aux cascades de Ba Ho, et le terme se rafraîchir prend tout son sens. Elle se situe à 24 km au nord de Nha Trang, et une fois sur place, vous remonterez le cours d'eau pour accéder aux différents spots de baignade. N'hésitez pas à marcher un peu plus longtemps pour trouver un coin plus isolé de la foule, pour vous relaxer et faire trempette en toute tranquillité. On se quitte sur ces belles images. C'était une vidéo un petit peu particulière parce que comme vous avez pu le voir, on a rencontré quand même pas mal d'aléas de transport pour chacune des 3 destinations que l'on a fait pour cette étape. C'est vrai que ça nous a quand même beaucoup pénalisé aussi d'un point de vue temps qu'on avait alloué à chaque ville, et par conséquent on n'a pas forcément pu faire tout ce qu'on voulait faire. Parce que voilà, par exemple, quand on arrive à 1 h du matin au lieu de 20 h, vous vous reposez pas de la même manière, vous n'allez peut-être pas vous lever aussitôt aussi. Et par conséquent, ça joue aussi sur le planning que vous avez établi pour voyager et visiter chaque endroit. Donc contrairement au dernier épisode, c'est peut-être une vidéo que vous avez trouvé un petit peu longuée au niveau des explications de nos différentes expériences, notamment par rapport au transport. Mais pour nous, c'était vraiment important de vous partager tous les aspects du voyage, pas seulement les bons côtés, mais vraiment en toute transparence, le type de mésaventures ou d'aspects, on va dire, un peu moins cool auquel vous devrez faire face dans un voyage comme celui-ci et qui peut très vite vous impacter votre planning si vous passez très peu de temps dans chaque région. Bien sûr, il y a quand même très peu de mauvais points et ces petites galères elles disparaissent très vite à côté de toutes les expériences géniales que vous pourrez vivre durant un périple comme celui-ci. Mais bon, il faut savoir qu'il y en a quand même. Voilà.
Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et puis dites-nous aussi en commentaire si vous aussi, durant vos voyages, vous avez rencontré, on va dire, quelques petites galères comme celle-ci. En tout cas, nous on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, ciao!